Bonjour, donc je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois, à peu près là où je m'étais arrêté la dernière fois, donc en repartant à partir de autrui. Alors, l'un des rapports extrêmement importants que l'on a par rapport à l'autre, par rapport à autrui, c'est évidemment le rapport du désir. Ce que l'on souhaite, c'est être désiré par l'autre. On désire l'autre, mais dans ce désir de l'autre, on souhaite être désiré, pardon, on souhaite être désiré par le désir de l'autre. Hein, ce que je désire, c'est être désiré par le désir de l'autre. Parce que ce qui serait terrible pour moi, c'est que, et ce qui est terrible d'ailleurs pour moi, et ça arrive, ce qui est terrible, c'est de remarquer que mon désir de l'autre n'a pas de retour. C'est-à-dire que l'autre ne me considère pas. Quand l'autre ne me considère pas, c'est peut-être là où il y a souffrance, quand je perçois qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas de réciprocité dans le désir, c'est là où peut-être je peux effectivement souffrir. Donc le désir de l'autre, le rapport à l'autre dans le désir, c'est certes moi qui désire l'autre, mais ce que je désire en retour, c'est d'être désiré par le désir de l'autre. Et lorsque ça n'arrive pas, eh bien ça peut être, je le répète, une souffrance. L'exemple typique, c'est le narrateur de La Recherche du temps perdu, de Marcel Proust, qui désire Albertine, qui, elle, n'est pas du tout intéressée. Donc il fait tout pour pouvoir enfin obtenir les faveurs d'Albertine. Et lorsqu'il y parvient, il se dit que ça va être formidable. Mais en fin de compte, une fois que arrive la possibilité d'assouvir son désir, il remarque que plus il possède Albertine, moins il semble qu'il y ait d'échange de désirs. Autrement dit, Albertine, elle n'a cédé que par pitié, pourrait-on dire, que parce qu'elle se disait, si j'exagère et si je schématise un peu, oh bah le pauvre, ça fait tellement de temps qu'il me court après, maintenant, je peux bien lui faire ce petit plaisir. Et lui, bah en fin de compte, ça l'offusque, ça le blesse, parce que ce qu'il souhaitait, c'était qu'Albertine le désire. Il souhaitait, le narrateur, que elle aussi le désire. Donc en fin de compte, le désir nécessite réciprocité, d'où le fait, je le répète, que ce que l'on souhaite, c'est, dans notre désir, c'est d'être désiré par le désir de l'autre. Mais en même temps, une chose se passera, et ça me permet de poursuivre, une chose se passera toujours avec ce fameux narrateur de La Recherche, c'est que petit à petit son désir envers elle va s'estomper, assez rapidement d'ailleurs, mais peu importe, et euh, ce qu'il pensait trouver de spécial à elle, ce qu'il pensait apprécier chez cette femme, Albertine, il pensait que jamais il ne pourrait retrouver ceci, que jamais il ne pourrait avoir les mêmes sentiments pour une autre, et pour une autre personne, et que jamais il aurait la possibilité de nouveau d'éprouver ce genre de sentiments et d'éprouver d'éprouver ses sentiments. Autrement dit, que jamais il ne pourrait retomber amoureux, que jamais il ne retrouverait des qualités, qu'elle était extrêmement spéciale, qu'elle était unique, etc., etc. Et il constate que, en fin de compte, tout ce qu'il avait conçu comme étant spécial à elle, il les retrouve. Il retrouve ces choses spéciales chez quelqu'un d'autre. Et donc, le désir, autrement dit, crée le désirable. C'est pas l'objet du désir en lui-même qui est désirable, c'est pas l'objet qui a des qualités intrinsèques à lui qui fait que nous le désirons, mais
c'est plutôt le sens inverse, c'est-à-dire nous, nous, qui mettons et qui percevons des qualités dans l'objet désiré. Et c'est en fait parce que nous désirons un objet que nous le concevons comme désirable. Et comment est-ce que l'on sait que l'objet en tant que tel n'a pas ses qualités en lui-même? D'accord? L'objet, alors un être, une chose, ce que vous voulez, hein, mais que l'objet en lui-même n'a pas ses qualités en tant que tel, parce que si tel était le cas, si c'était la réalité pure, la réalité effective, tout le monde, absolument tout le monde, percevrait les qualités de l'objet considéré, de l'objet dont nous parlons. Or, il s'avère bien que certains apprécieront tel objet, telle personne, et d'autres non. Certains aimeront telle personne, et d'autres non. Et soit dit en passant, tant mieux. Soit dit en passant, tant mieux, ce serait absolument terrible si une personne, tout le monde était absolument amoureux de cette personne, etc. Peut-être qu'à vivre, ce serait absolument terrible, et pour la personne considérée, et pour tous les autres, évidemment, et pour tous les autres. Parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas de choix, pas de liberté, qu'on serait emprisonné à l'intérieur de cela, et qu'on serait emprisonné à l'intérieur des qualités intrinsèques de l'objet. Or, on se figure ce que l'on apprécie ou ce que l'on n'apprécie pas. On se figure ce que l'on désire ou ce que l'on ne désire pas. Ainsi, ça nous montre bien que le désir n'est pas forcément quelque chose qui est, comment dire, euh, dont on trouve les qualités à l'intérieur de l'objet. Ces qualités, en fin de compte, sont extérieures à l'objet, au moins en partie, en ce sens où c'est nous qui les percevons. C'est nous qui mettons les qualités, c'est nous qui percevons les qualités au sein de l'objet désiré. Et donc c'est pour ça que Spinoza nous expliquait que, je vais résumer parce que la citation serait peut-être un peu longue ici, mais très simplement, Spinoza, donc dans Éthique, nous explique que si nous désirons un objet, si nous nous efforçons vers quelque objet, ce n'est pas parce que nous jugeons qu'il est un bien, d'accord? Mais au contraire, mais à l'inverse, c'est nous qui nous efforçons vers l'objet et le désirons parce que nous jugeons qu'il est un bien. Si, justement, je me reprends, pardon. Alors ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. Je me reprends comme si j'étais en cours. C'est exactement l'inverse, ce que nous dit Spinoza. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est pas très grave. Donc si on s'efforce vers un objet, ce n'est pas parce que nous estimons que cet objet, c'est pas parce que nous percevons des qualités que tout le monde perçoit dans l'objet, mais c'est parce que nous mettons des qualités dans cet objet que nous nous y efforçons, pour reprendre l'expression spinoziste. Ainsi, je lis la phrase que j'ai notée ici parce que je voulais ne pas faire d'erreur. Voilà comment est-ce que le formule exactement Spinoza. Nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous ne le voulons, ne le poursuivons, ne le désirons pas parce que nous jugeons qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne jugeons qu'un objet est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. D'accord? Nous explique donc Spinoza dans Éthique. Donc ça montre bien que si je vais vers l'objet, c'est parce que, en fin de compte, c'est nous qui voyons dans l'objet des qualités. Et comme il peut bien arriver que nos goûts diffèrent, et évidemment ça arrive, eh bien on comprend pourquoi. Rappelez-vous par rapport à l'art, hein, c'est à peu près le même principe. On comprend quand je dis par rapport à l'art, c'est-à-dire sur la question du jugement réfléchissant, c'est-à-dire celui qui produit lui-même sa propre universalité. C'est Kant qui nous expliquait ça, c'est-à-dire par rapport au goût. Hein.
Et donc, effectivement, c'est-à-dire que c'est nous qui percevons les qualités et en percevant ces qualités, bah, c'est nous qui nous dirigeons vers cet objet. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'ainsi, nous ne sommes pas, comment dire? Hem, nous ne sommes pas dans un milieu où dans notre manière de fonctionner, dans la manière, événementielle dont l'humain, heu, vit sa réalité, on comprend que nous ne sommes pas dans, quelque chose qui renvoie à la qualité même de l'objet, aux qualités intrinsèques de l'objet. Disons qu'il en est, cet objet, quel qu'il soit, cet objet, une personne, un objet, matériel, peu importe, il s'avère en tout cas que on apprécie des qualités ou pas. À tel point que d'un point de vue sentimental, on se rend bien compte que une même personne que nous aimions, ou même que nous aimons, pour parler au présent, eh bien, elle passe dans différentes strates, dans différentes, appréciations que nous avons envers elle, envers cette personne. C'est-à-dire qu'à des moments, nous pouvons totalement l'apprécier, et puis à d'autres moments, elle nous agace, et cetera. Pour parler poliment, évidemment, et pour, sans rentrer dans des cas extrêmes. Mais il s'avère que, imaginons une petite histoire comme ça, qu'on trouvait telle qualité à telle personne, on se disait que c'était très bien qu'il ait ces qualités, puis au bout de quelques mois, on va dire au moins, voire quelques années, on peut se dire que ces mêmes qualités, elles nous énervent, elles nous agacent, on ne les supporte plus. Et donc pour nous, ce que l'on trouvait au départ comme qualité, ça devient des défauts. Et ça devient des défauts à tel point qu'on ne les supporte plus. À l'image de, cet adage, on a tous les qualités de ses comment c'est l'adage? Les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Je ne sais plus comment est-ce que ça se formule exactement, mais tout le monde connaît, cet adage-là. Et donc les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Et donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que, au départ, on se disait: «Ah, il est très drôle», je dis n'importe quoi. «Ah, il est très drôle, il est super marrant» et cetera, avec ses bonnes blagues. Et puis, quelque temps plus tard, plus ou moins long, ce temps, d'accord? Eh bien, on peut se dire: «Ah là, il me saoule avec, ses histoires, toujours les mêmes vannes, toujours les mêmes blagues» et cetera et cetera. Bref, on voit bien que ce que l'on trouvait au départ comme qualité peut très bien ne plus en être, tout simplement. Alors, ça nous montre que, en fin de compte, ce qu'on apprécie, chez quelqu'un, ce n'est pas tant, la personne elle-même, en tant que telle, intrinsèquement en tant que telle, mais ce que l'on apprécie, ce sont les qualités de cette personne. Tant que l'on perçoit ces qualités-là, on apprécie la personne, on l'aime, on en est éperdument amoureux, on est très amical, on est très ami avec elle, et cetera. C'est notre meilleur pote, ce que vous voulez. Et puis, il arrive que, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais il arrive que, en fin de compte, ça passe. Ou que ce que l'on estimait comme étant, les choses qu'il avait comme qualité, ben, on estime que ça n'en est plus. Ou alors, on ne les perçoit plus, ces qualités-là. Parce que ça ne veut pas dire que la personne change, mais ça veut dire que c'est nous qui, avons évolué sur notre désir de l'autre. Ça montre une chose, ça montre que ce que nous disait Pascal, j'allais dire Pacal, ce que nous disait Pascal, à savoir qu'on n'aime jamais personne, mais seulement des qualités, il nous expliquait ceci dans les pensées, il écrivait ceci dans les pensées, bah, ça signifie bien une chose, ça signifie alors que si on n'aime jamais personne, mais seulement des qualités, alors ça nous montre bien pourquoi est-ce que nos sentiments peuvent varier. Ça ne veut pas dire qu'après on va la haïr. On n'est pas obligé de partir dans les extrêmes, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne veut plus en entendre parler, c'est le dernier des imbéciles pour rester poli. Mais la dernière des personnes qu'on voudrait voir. Mais ça signifie simplement que nos perceptions nos perceptions des qualités, chez l'autre varient avec le temps. Ce qui est, somme toute, évident.
évident, parce que nous changeons, parce que, sans parler de changement, mais parce que tout simplement, on peut bien avoir des désirs et des goûts qui évoluent et puis indépendamment de cela, ça nous montre surtout quelque chose, c'est que si c'était la personne en tant que telle la personne en tant que telle, comme nous disent les romans ou les films à l'eau de rose, d'accord? Hein, aime-moi comme je suis, et cetera, ne me change pas. Bon, bah, si c'était réellement ça, eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait jamais de problème de couple, il n'y aurait jamais de problème, on n'aurait jamais de problème les uns avec les autres, jamais de confrontation, aussi minime soit-elle. Ce serait toujours l'entente la plus cordiale, l'entente la plus parfaite, une certaine linéarité qui serait peut-être difficile à vivre en fait. Donc, je suis en train de penser à un film qui s'appelait L'étudiante, que peut-être certaines personnes connaissent, avec Sophie Marceau et Vincent Lindon, où à la fin, Sophie Marceau, elle joue le rôle d'une étudiante dans ce film-là. Donc, c'est un film à la Pretty Woman, etc. Hein, évidemment, c'est-à-dire qu'on nous raconte comment est-ce que le couple se forme et toute la difficulté du film est là-dessus. Toute l'histoire du film tient là-dessus, sur la manière dont ils se rencontrent, ça va aller, ça va pas aller, etc. Bon, bref, toutes les péripéties jusqu'à temps que ça marche. Bref, elle joue le rôle d'une étudiante et à la fin du film, cette étudiante, c'est une étudiante, si j'ai bonne mémoire, en lettres. Alors je sais plus si c'est en lettres classiques ou en lettres modernes, mais peu importe, ça change rien. C'est une étudiante en lettres qui va passer le concours de l'agrégation à la fin de l'année. Elle passe le concours de l'agrégation, elle est reçue à l'écrit et elle arrive à l'oral. Et pendant l'oral, elle est sur Molière, je sais plus quel livre, je suis désolé, mais elle est sur Molière et bref, elle nous explique, voilà, ce que veut nous faire comprendre Molière, c'est qu'il faut aimer les gens tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Bon, très bien. Et puis après, bon, le film se finit très bien. Vincent Lindon et Sophie Marceau vont très bien vivre. Mais le problème n'est pas là. C'est que ça, c'est pas tout à fait la réalité. Cette idée de on aime les personnes telles qu'elles sont. C'est pas tout à fait la réalité. Je parle surtout pour une histoire de couple. On ne cesse de se modifier l'un l'autre dans une histoire de couple, l'un par rapport à l'autre. D'accord? Pour plaire à quelqu'un, on ne se montre pas naturellement dans notre chambre tel que l'on est, tel que l'on se comporte dans notre chambre, dans notre intimité la plus totale au départ. Hein, on essaie de montrer nos bons côtés plutôt, d'accord? Mais même si on n'essaie pas de montrer que nos bons côtés, nos bons côtés, non beaux, moi j'ai du mal à le dire ça. Même si on essaie si on n'essaie pas de montrer que les bonnes choses, voilà, je vais le dire comme ça, ce qui est positif chez nous, il n'empêche qu'on essaie de montrer ça pour pouvoir plaire à l'autre. Bref, le jeu de séduction. Ce jeu de séduction induit, pour séduire l'autre, d'être plutôt qualitatif en tant que personne, évidemment. Et dans tous les cas, il s'avère que, vous voyez bien dans vos histoires d'amitié, etc., dans vos relations intersubjectives, que forcément, il y a toujours des petites choses qui nous déplaisent, et puis on fait ces petits reproches pour essayer de faire en sorte que l'autre peut-être change un petit peu ceci, change un petit peu cela, ou complètement, etc. Enfin bref. Ça nous montre tout simplement que accepter l'autre tel qu'il est sans aucune modification, non. Parce que nous sommes en perpétuelle relation, en perpétuel lien sociaux, comme nous sommes tout le temps dans cette connivence intersubjective, forcément, nous sommes obligés de faire attention à l'autre. Hein, les liens sociaux nous poussent évidemment à tenir compte de ce que nous disent les autres. Les autres aussi nous représentent. Ils nous représentent en tant que tels, et moi je me représente à eux. C'est par eux aussi que nous nous faisons. Et comme nous nous faisons aussi par les autres, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce que nous disent les autres. Ça signifie bien alors que l'autre est aussi celui qui me fait. Si l'autre est aussi celui qui me fait, alors inévitablement, je suis bien obligé de me modifier moi-même un tant soit peu, voire parfois beaucoup. Et puis tout ce que je vis
Si je prends par exemple, ne serait-ce que, d'un point de vue culturel, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux regarder, tout ce que je peux écouter comme musique et cetera, toutes mes relations avec les gens, toutes ces relations que j'ai avec, tout le monde, autrement dit, inévitablement me modifient. Donc je ne suis jamais tel que je suis, en fait. Je suis toujours en train d'être. Si je suis toujours en train d'être, ça montre bien alors que je ne peux pas être tout le temps le même. Et donc le fait que l'autre me demande de me changer, un tant soit peu parfois, ou plus ou moins beaucoup, pour parler un mauvais français, comme il m'arrive fréquemment d'ailleurs, comme à tout le monde peut-être même, eh bien ça montre en tout cas que, inévitablement, je suis obligé de m'adapter, je suis obligé d'être celui qui change. Je ne peux pas rester tout le temps tel que je suis. Parce que si on devait aimer l'autre tel qu'il est, d'accord? Si on devait aimer, celui qui est comme cela et sans jamais qu'il soit. Aime-moi tel que je suis, comme on dit. Ça signifierait alors que, ce «je suis» ne changerait pas. Or, il s'avère que, heureusement, nous changeons. Donc on comprend bien que, hem, ce désir est quelque chose qui est ce désir du désir de l'autre, d'accord? Et ce, rapport à l'autre dans le désir est quelque chose qui n'est pas neutre, autrement dit. Et évidemment que ça n'est pas neutre, d'accord? Donc, on voit bien par là que l'homme est celui qui, ne peut pas ne pas désirer, ça, je pense que tout le monde l'a compris, mais qu'en plus, il est, celui qui est tout le temps en relation avec l'autre. Donc, heu, ça ne veut pas dire que le désir est forcément toujours quelque chose, hem, comment dire? Bah, ça ne veut dire ni que le désir est quelque chose de mal, ni que le désir est quelque chose de bien. Voilà, pour le dire très simplement. Alors que vouloir porter un jugement moral sur le désir, alors on peut porter un jugement moral sur l'objet des désirs que nous avons, mais je parle bien sur le désir lui-même. Ça ne veut pas dire que tous les désirs, n'ont pas de rapport à la morale, je ne suis pas en train de dire ça bien sûr. Mais je suis en train de dire que porter, un jugement moral sur le désir lui-même, le fait de désirer, se dire que par exemple on peut désirer l'impossible, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fin de compte. C'est-à-dire que il faut bien comprendre une chose, c'est que le désir de l'impossible est peut-être ce qui a fait avancer l'humanité, comme je le disais tout à l'heure. Le désir est certainement moteur pour l'humanité. Bien, on comprend que dans ce sens-là, le désir est une certaine forme de transcendance. Transcendance, c'est-à-dire que il oblige l'humain à se transcender lui-même. Par le désir, je me transcende. Je désire progresser dans tel domaine, l'humanité désire atteindre telle possibilité, l'humanité a désiré voler, elle a créé des machines lui permettant de voler, c'est pas lui qui vole, c'est pas moi l'homme qui vole, mais on a créé des technologies nous permettant de faire cela. Et si je prends cet exemple-là et penser évidemment au vol d'Icare, donc on comprend que le désir, c'est ce qui permet à l'homme de se transcender lui-même. Autrement dit, de pouvoir pousser le plus loin possible, de repousser, pardon, pour être plus précis et pour être exact en plus, de repousser ses propres limites. Heu, autrement dit, il faut bien comprendre que le désir, s'il est moteur, on ne peut pas dire qu'il soit forcément bien, parce qu'on voit bien que parfois, dans nos passions, par exemple, ça peut nous pousser à l'extrême, hein. Le désir passionnel pousse, je vais être catégorique, pousse parfois jusqu'à, l'acte fatal, hein, jusqu'au crime. Évidemment, hein, on le sait bien, hein, des crimes passionnels existent, je ne vous apprends rien bien sûr, et je n'apprends rien à personne je pense. Et parce que à ce moment-là, ça veut dire que le désir
devient pour nous quelque chose qui est de la forme du besoin, on ne peut plus s'en passer. Et lorsqu'on ne peut pas se passer de quelque chose, littéralement comme si c'était en nous, d'accord, oppressant tout le temps d'une violence ressentie psychiquement extrêmement présente, eh bien forcément, à ce moment-là, on en arrive à l'excès peut-être, que l'on appelle souvent passion, et, euh, et donc on se dit qu'à ce moment-là, lorsqu'on est dans la passion, c'est quelque chose qui devient pour nous vital. Et la passion, c'est peut-être le besoin, quelque chose qui est de l'ordre du besoin naturel, boire, manger, dormir. Si je ne bois pas, je meurs. Si je ne mange pas, je meurs, etc. Eh bien, lorsqu'il y a cumulation entre les deux, eh bien, alors peut-être, on comprend que le désir devient passion, et si le désir est passion, bah, la passion peut mener à des choses absolument terribles, comme j'étais en train de le dire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que notre passion semble être quelque chose de, ici, dans ce que je suis en train d'expliquer, qui semble être quelque chose d'assez négatif, si je puis dire, en tout cas que l'on peut percevoir comme négatif. Hein, des gens se laissent mourir de passion. Alors l'exemple typique, évidemment, Roméo et Juliette, si je ne prends que cet exemple-là, hein. Évidemment, vous aviez tous compris que je fais allusion à Shakespeare, mais on voit bien aussi l'horreur des passions décrites en dehors de cet exemple shakespearien. On peut penser évidemment aux tragédies grecques, hein, qui nous montrent l'extrême des passions. Pensez évidemment, je ne sais pas, à Oedipe, pensez évidemment à Antigone. Bon, bref, on ne va pas citer Sophocle et Échille, c'est pas la peine. Mais vous voyez bien que tout ceci nous montre parfois l'horreur des passions. Pour autant, pour autant, quelque chose dont on ne peut pas se passer, quelque chose qui devient vital pour nous, donc cette idée de passion que je suis en train de développer ici, pour autant, c'est aussi ce qui repousse nos propres limites. Et de par le fait, les limites de l'humanité, petit à petit évidemment, pas en une seule fois. C'est qu'en fait, euh, ça nous permet de nous pousser à notre paroxysme aussi. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le désir, euh, lorsqu'il est passionnel, semble être quelque chose de pour le moins péjoratif parfois, bah, il s'avère aussi que la passion peut être quelque chose d'ordonné, peut être quelque chose de rationalisé, ou au moins rationalisable. Ce n'est pas que chaotique, la passion. Bien des gens sont passionnés de quelque activité, musicale, artistique, sportive, etc. Et ils ne font pas forcément cela de façon totalement chaotique, etc. Il est vrai qu'ils ne pourraient pas se passer de cela, pourquoi pas, mais en étant passionnés, ça ne les empêche pas aussi d'organiser cette passion. Donc, le passionnel n'est pas forcément, là encore, quelque chose qui est que négatif. Par contre, il faut noter que tout ce rapport à l'autre, des sentiments, tout ce rapport à l'autre, des affects, dont je suis en train de parler ici, dans le désir, en passe par la possibilité de pouvoir exprimer, dire les choses. Autrement dit, le rapport au langage. D'accord? Le rapport au langage, et il faut bien comprendre que le langage est quelque chose, effectivement, de très fondamental, peut-être l'une des choses les plus fondamentales
chez l'homme, parce qu'on pourrait presque dire que l'histoire de l'homme, de l'humanité, se confond avec celle du langage et donc celle de la pensée. Parce que ce que nous sommes en train d'expliquer ici, c'est ce que l'on pense de ce désir. Peut-être que la prochaine fois, on abordera cette difficulté que je viens d'évoquer simplement ici, que je laisse en suspens parce que ce serait, moi, c'est euh, long et ce serait peut-être fastidieux à tout expliquer, à expliquer tout ceci ici. Bien, j'espère que dans tous les cas, encore une fois, cette vidéo vous aidera. Et puis, je vous dis donc à une prochaine fois.